En 2001, c'est la folie pour le monde de l'animation. Parce que l'année qui a succédé au fameux bug de l'an 2000 que tout le monde craignait et qui n'est au final jamais arrivé, a vu débarquer de l'autre côté de l'Atlantique deux bangers venant de studios tout aussi god tier. D'un côté, on a eu Monstres et compagnie des studios Pixar qui venaient remettre une couche de respect après l'incroyable Toy Story de 95, véritable révolution technique qui avait permis de mettre en lumière le studio californien. Et de l'autre côté du ring, on a eu tout simplement Shrek du studio DreamWorks et son univers complètement culte, qui a marqué toute une génération par son ton, son univers et son animation. Et un truc qui a dû bien aider aussi, c'était son casting qui était juste en béton armé. J'ai tout dépensé là, je suis en mode ruiné. Bref, deux bangers absolus qui ont défoncé le box-office outre-Atlantique mais aussi en France et qui ont mis en avant une sorte de supériorité américaine vis-à-vis de l'animation 3D, laissant l'animation traditionnelle au bon soin du pays du soleil levant, qui s'est d'ailleurs plutôt très bien défendu cette année-là. Parce que le film d'animation le plus rentable de 2001, c'est Le Voyage de Chihiro des studios Ghibli, qui a juste tout défoncé sur son passage. Donc en gros, si on résume grossièrement, en 2001, on peut distinguer deux camps. D'un côté, l'animation 3D américaine, destinée à un public jeune, et de l'autre côté, l'animation 2D japonaise avec un public bien plus large, notamment depuis le succès monumental d'Akira en 89 qui a prouvé que l'animation pouvait proposer des thèmes adultes. Pourtant, cette même année est sorti un film qui est venu tout simplement défoncer ces petites cases bien rangées. Un film d'animation 3D sombre, mature et unique en son genre, fruit d'une collaboration exceptionnelle entre les États-Unis et le Japon et basé sur une des licences de JRPG les plus connues au monde. Un film d'animation à l'ambition démesurée qui leur a permis de marquer l'histoire du médium, mais pas forcément de la meilleure des manières. Vous êtes sur la chaîne d'Irtsup, vous regardez Soupa. Et aujourd'hui, on parle de Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Alors, avant d'en venir au vif du sujet, il y a un petit historique qui s'impose. Parce que pour comprendre comment est née les créatures de l'esprit, il faut s'intéresser non seulement au studio et à sa saga phare qui lui a permis de connaître le succès, mais aussi et surtout à son créateur. Et pour ça, faut remonter le temps vers une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, la fin des années 80. À cette époque, le jeu vidéo connaît un tournant majeur, parce qu'il se remet doucement du crack de 83 qui avait foutu toute l'industrie dans la sauce. Et pendant qu'on enterrait des tonnes de cartouches d'e-til extraterrestres dans le désert du Nouveau-Mexique, de l'autre côté du monde, au Japon, c'est l'ébullition. Parce que Nintendo débarque avec la NES, qui, en plus de relancer l'industrie, vient révolutionner la console de salon et amène avec elle un véritable tsunami de jeux cultes comme Zelda ou Mario Bros, qui sont autant de titres fondateurs qui ont permis d'imposer des codes pour le médium qui sont encore utilisés de nos jours. Mais évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que Nintendo qui est venu poser sa pierre. Et parmi les dizaines de studios qui fleurissent sur l'archipel avec des titres tous plus originaux et créatifs les uns que les autres, il y en a un qui va vraiment sortir son épingle du jeu. Ce studio, c'est Enix, qui va débarquer en 86 avec le premier opus de Dragon Quest, qui va tout simplement s'imposer comme le papa du JRPG moderne sur console, en venant fixer ses codes des combats au tour par tour ou de l'exploration qui seront repris dans tous les jeux du genre jusqu'à aujourd'hui. Et il faut bien se dire que la sortie de Dragon Quest au Japon, ça a été un tel phénomène que c'est quasiment devenu une religion. Parce que jusqu'à très récemment, chaque nouvel opus qui sortait arrivait à mettre le pays quasiment à l'arrêt, parce que écoliers comme salariés n'hésitaient pas à tomber malades pour jouer Day One. Et quand on connaît l'importance de la rigueur et du travail au Japon, c'est assez révélateur de l'engouement suscité par cette saga. Bref, Dragon Quest y débarque et il met une énorme claque de respect à toute l'industrie. Et parmi tous ses concurrents qui regardent le dernier né de Enix tout défoncer sur son passage, il y a une petite boîte de jeux du nom de Square. Et elle, à cette époque, elle est vraiment dans la merde. Parce que Square, c'est une boîte qui en veut et qui sort des jeux qui sont franchement sympas, mais pas assez originaux pour leur permettre de connaître le succès commercial. Ce qui va en 86 amener l'entreprise au bord de la faillite. Et dans cette boîte, il y a un homme qui va devenir extrêmement important pour la suite et qui s'appelle Hironobu Sakaguchi. Sakaguchi, c'est un créatif très impliqué dans son entreprise et qui a déjà participé à la création de plusieurs jeux de la firme. Et en 86, comme la quasi-totalité du pays, il a joué à Dragon Quest. Et là, il va se prendre une claque monstrueuse. Au point, il dira plus tard en interview qu'il aurait adoré créer le jeu lui-même. Alors après ce choc vidéoludique, lui, il veut se lancer dans la création d'un jeu dans la même veine que la production de Square. Et pour ça, il va mobiliser de grosses ressources financières au sein d'une entreprise qui, on le rappelle, est pas vraiment au mieux de sa forme. Cette décision, elle va pas plaire du tout au sein de la boîte, parce que Square, ils ont aucune expérience du JRPG, et pour beaucoup de monde, le projet, il est beaucoup trop risqué, et un échec de plus, ça pourrait signer la mort du studio. Mais Sakaguchi, il persiste, et il est très conscient qu'il est sur un siège éjectable, et que si le jeu marche pas, c'est terminé pour lui. Alors dans un élan de poésie et un brin de symbolique, il va décider de nommer son projet Final Fantasy. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur Sakaguchi, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien se mettre en danger et jouer avec le feu. Et croyez-moi, ce sera important pour la suite. Mais le truc, c'est que cette audace et ce goût prolongé pour réaliser des choses jugées impossibles, dans ce contexte, on peut dire que ça a payé. Parce que le premier épisode de Final Fantasy qui sort en 87, c'est un véritable banger. Le jeu est beau, long et surtout ultra prenant grâce à une histoire bien plus développée que son concurrent de Enix. Et c'est même un jeu qui arrivait à donner un véritable sentiment de liberté et d'aventure en proposant une des plus grandes world maps du genre pour l'époque. Bref, Final Fantasy premier du nom, c'est une vraie réussite. Et cette réussite, critique mais surtout commerciale, ça va venir sauver Square du naufrage annoncé. Et ça va surtout permettre à Sakaguchi de commencer à bâtir sa légende en développant la licence qu'il vient de créer. Final Fantasy 2, 3, 4, 5,
6. Chaque opus de la licence vient poser une pierre supplémentaire à la saga, qui gagne épisode après épisode de plus en plus le cœur des joueurs et atteint des scores de vente de plus en plus élevés. Et là, on arrive en 97. Et cette année, ça va devenir un des marqueurs temporels les plus importants à la fois pour Square, Sakaguchi, sa licence, mais aussi toute l'industrie. Parce qu'à cette époque, Sony a sorti sa PS1 depuis quelques années déjà et a apporté avec elle la révolution qu'est la 3D. Et Sakaguchi veut saisir l'opportunité de changement de génération de consoles pour proposer un opus de sa licence plus ambitieux, plus profond, mais aussi plus cinématographique, et sur lequel il va investir encore plus que les précédents, que ce soit en temps ou en moyens. L'épisode qui va résulter de tout ça, c'est bien évidemment le mythique Final Fantasy VII, qui va devenir instantanément un succès lors de sa sortie, avec plus de 2 millions de ventes en seulement 3 jours. Et c'est surtout un titre qui va acquérir rapidement le statut de jeu absolument culte et véritable pilier du jeu vidéo, en réussissant notamment l'exploit de populariser le genre du JRPG à travers le monde. Les raisons du succès de FF7, elles sont ultra nombreuses, et je vais pas m'étaler très longtemps dessus tant le jeu a fait l'objet de vidéos, de livres et d'analyses en tout genre. Mais on peut citer principalement son gameplay, ses personnages ultra attachants et développés, mais aussi et surtout son histoire et ses thématiques, comme l'écologie et la vision spirituelle de la vie, qui sont des thèmes chers à Sakaguchi, qui est d'ailleurs derrière le scénario du jeu. Mais une autre raison moins souvent évoquée, c'est la qualité abusée de ses cinématiques, qui arrivaient à proposer, dans une époque où la 3D dans les jeux vidéo était au mieux passable, de véritables moments d'émotion qui fonctionnent encore d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et cette prouesse graphique, elle est due en très grande partie à Sakaguchi, qui aura investi énormément dans la technologie en créant notamment un studio d'animation à Hawaï du nom de Square Pictures, entièrement dédié à l'image de synthèse. Bref, après le succès monumental de FF7, Square c'est une entreprise qui est au top. Elle est respectée pour sa qualité de production, pour ses titres marquants et pour son avance considérable dans la maîtrise de la 3D. Et son créateur phare, lui, il est reconnu dans le médium pour les univers de ses jeux, les thématiques universelles qu'il propose et sa narration impactante. Et devant une telle mise en avant de sa licence, Sakaguchi, qui on le rappelle aime énormément les challenges, va avoir une idée. Et si on faisait un film d'animation, Final Fantasy? Alors cette idée, elle est toute simple sur le papier, mais avec l'ambition qu'on connaît du monsieur, cette simple idée, elle va très vite se transformer en un des projets les plus ambitieux et risqués de l'histoire du 7e art. Après le succès mondial de FF7, Sakaguchi, il a envie d'étendre sa saga sur d'autres supports que le jeu vidéo, et notamment aller flirter du côté du long métrage. Et Sakaguchi, maintenant vous le savez, mais il a pas de petites ambitions. Et avec ce film, il veut tout simplement révolutionner le médium, en produisant le premier film d'animation qui mettrait en scène des personnages photoréalistes. Et ça paraît rien dit comme ça, mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. L'animation à ce moment-là, c'est soit de la 2D classique, soit de la 3D qui met principalement en scène des personnages anthropomorphiques aux expressions exagérées. Tout simplement parce que créer des personnages photoréalistes, c'est extrêmement compliqué, et surtout encore jamais vu. Et en vrai, c'est même considéré par pas mal de gens de l'industrie comme quasi impossible. Et encore plus pour une entreprise japonaise qui a pas de passif dans le domaine. Sauf que Sakaguchi, lui, il a à sa disposition des outils, des ressources et un studio. Mais évidemment, il sait que ça va pas suffire pour paraître crédible aux yeux du monde, et notamment à ceux de l'oncle Sam. Alors pour régler ce problème, il va s'associer à Columbia Pictures, une boîte de production respectée avec énormément d'expérience, qui a déjà à son actif la production de films et sagas cultes comme James Bond, Robocop ou encore Men in Black, et qui, cerise sur le gâteau, est américaine. Et pour lancer véritablement le projet, la décision est prise de réunir les équipes au sein des locaux de Square Pictures à Hawaï. Et cette décision, elle est tout indiquée, parce que Hawaï, c'est une île américaine, mais avec une énorme partie de sa population qui est japonaise. Donc en gros, ce partenariat, c'est pas vraiment un partenariat lambda, parce qu'il est ultra important en termes de symbolique. C'est l'alliance des compétences de l'Orient et de l'Occident, du savoir-faire japonais et de la puissance américaine, le tout réuni sur une île qui représente à merveille ce mélange. Donc avec une alliance en béton armé comme celle qu'il vient de créer, ce qui lui apporte des ressources, des équipes et des talents supplémentaires, Sakaguchi va aussi s'entourer de personnalités extrêmement compétentes de l'archipel, dont notamment Motonori Sakakibara, le réalisateur des scènes cinématiques de FF7, mais aussi de Akio Sakai, qui lui a bossé comme animateur sur un petit film qui s'appelle Le Tombeau des Lucioles. Et comme il voit ce projet comme potentiellement le chef-d'œuvre de sa carrière et qu'il veut avoir le plus de contrôle possible dessus, Sakaguchi il va endosser à la fois le rôle de producteur, mais aussi et surtout de réalisateur et de scénariste. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ce film, c'est son projet, son bébé, dans lequel il veut transmettre des thèmes qui lui sont chers et personnels. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Alors après plusieurs tests en interne et un prototype du nom de Grey Project qui va servir aux équipes à voir ce que le film pourrait donner, les équipes américaines et japonaises se réunissent à Hawaï fin 97 pour commencer la production du film, nommé alors Project Gaia, qui va quelques temps plus tard prendre son nom définitif, Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Dans le film, on suit Akiros, une scientifique qui tente de sauver une Terre de 2065, ravagée par des attaques de créatures mystérieuses et invisibles appelées les fantômes, capables de tuer les humains au moins de contact physique, forçant ce qui reste de l'humanité à survivre dans des zones protégées. Pour neutraliser la menace, elle va devoir aider de son mentor le Dr Seed et d'un escadron du nom de Deep Eye, réunir les 8 formes d'énergie appelées esprits pour restaurer Gaia, l'esprit de la planète, tout en faisant face au général Hein, qui lui souhaite déclencher le projet de Zeus, une arme de destruction massive capable de détruire toute forme de vie et la planète elle-même. Alors déjà avec ce pitch, on se rend compte qu'on est assez éloigné finalement de ce qu'on pouvait imaginer d'un Final Fantasy de l'époque. Parce que de Final Fantasy, il reste pas énormément de choses évidentes. Je veux dire, il n'y a pas de chocobo, il n'y a pas de grosse épée, et en fait il n'y a même pas de monde fictif, parce que le film il se passe bien sur Terre dans un futur qui est pas si lointain que ça. Et cette particularité, elle vient de la nature
nature nippo-américaine du projet. Parce que quand les équipes ont commencé à travailler sur l'histoire, il y a eu pas mal de frictions entre les deux pays dues aux différences culturelles. À l'origine, Sakaguchi y voyait quelque chose de beaucoup plus fantastique, et Columbia a fait pression pour que le film se rapproche plus d'un modèle de blockbuster américain classique, plus concret et terre à terre. Et ces tensions, ça a donné lieu à pas moins d'une cinquantaine de réécritures de scripts qui ont complètement transformé l'idée de base qu'avait en tête Sakaguchi. Et du coup, ce qui reste de Final Fantasy, c'est certaines thématiques, notamment celle de Gaïa, déjà explorée dans Final Fantasy VII avec sa rivière de la vie, qui est une conception de l'écosystème terrestre comme un être vivant vers qui tout part et tout revient. Et c'est surtout une thématique qui est très chère à Sakaguchi, parce que c'est un concept qui l'a fasciné et surtout énormément aidé à surmonter la mort de sa mère qui est survenue quelques temps plus tôt. Et sa mère d'ailleurs, elle s'appelait Aki. Et au final, même si on se retrouve avec une histoire qui est bien plus simple que ce qu'elle devait être à la base, et ben on se rend compte quand même au visionnage qu'il y a des thématiques abordées plus ou moins subtilement qui rendent la proposition plus sérieuse, comme la menace de l'arme nucléaire ou encore l'écologie. Donc l'histoire, c'est le premier point évident qui ressort du film. Mais vous vous en doutez, c'est clairement pas le seul, ni le plus important. Parce que ce qui saute vraiment aux yeux et qui était d'ailleurs le premier objectif voulu par Sakaguchi, bah c'est sa qualité de production. Les créatures de l'esprit est magnifique. Le film a plus de 20 ans et même si en 2024 la technologie l'a évidemment rattrapé, on peut voir à l'écran tout le travail et l'ambition technique qui rend les personnages crédibles et vivants. Et ça c'est dû aux millions de dollars que Square a investi pour développer des techniques inédites à l'époque, notamment pour le rendu des textures ou encore des cheveux. Final Fantasy et les créatures de l'esprit, c'est un véritable mastodonte qui a monopolisé pendant 4 ans plus de 200 personnes, 900 ordinateurs pour faire les rendus des 142 000 images que comporte le film, et qui a dû faire appel à des techniques nouvelles pour l'époque comme la motion capture sur plus de 1300 scènes. Et ce que je trouve le plus fou dans cette débauche d'ambition et de moyens, c'est l'animation des visages qui a été entièrement réalisée à la main et qui est juste incroyable. Alors avec tout ça, le film il pose déjà de grosses et solides ambition. Mais il y a encore une chose qui a été mise en place pour asseoir la crédibilité du projet, et c'est son casting. Et vous allez voir que même là, les ambitions, elles ont été légèrement démesurées. À cette époque, au Japon, engager des personnalités connues pour doubler des personnages, c'est pas encore quelque chose de très courant. Mais par contre, c'est quelque chose qui se fait énormément et de plus en plus aux États-Unis. Et là, c'est Columbia qui va venir proposer tout un gratin d'acteurs bankable pour donner vie aux personnages du métrage. Alec Baldwin dans le rôle de Grey, Donald Sutherland en Dr. Seed, Steve Buscemi pour incarner Neil, que des gros noms de l'époque qui viennent donner une crédibilité supplémentaire au projet, en plus d'asseoir complètement l'influence américaine et l'aura internationale du film. Mais le plus important, c'est bien évidemment le rôle de Aki, qui va être incarné par l'actrice Ming-Na Wen, connue pour son rôle dans la série Urgence, mais aussi et surtout pour avoir été la voix de Mulan dans le film de Disney. Et là, pour le coup, cette décision, elle vient de Sakaguchi lui-même, parce qu'il avait en tête l'actrice dès la pré-production du film, en jugeant que son aura, elle collait parfaitement à son héroïne. Et ce rôle de Aki, il était extrêmement particulier. Parce qu'avec la volonté de créer des personnages photoréalistes, Square et Columbia ont même imaginé que Aki Ross avait le potentiel de devenir la première actrice 100% numérique, qui pourrait du coup apparaître dans d'autres films et avoir une carrière propre. Je vous le dis, le film il a été bâti avec l'ambition et la démesure comme matière première. Mais je pense que vous en doutez un peu, mais autant de moyens mis au service de l'ambition, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et si à la base le film avait un budget de 65 millions, ce qui pour l'époque était colossal et qui était déjà 20 millions de plus que ce qui avait coûté la production de FF7, au final la facture elle a tout simplement explosé, avec un budget final estimé à plus de 145 millions de dollars. Et après 4 ans de production intensif, le film annoncé comme la révolution de l'image de synthèse, le projet le plus ambitieux et avant-gardiste de l'histoire de l'animation, s'apprête à débarquer dans les salles obscures du monde entier. Et à ce moment-là, dans les locaux de Square, il règne un peu un parfum de l'époque du premier FF. Parce qu'avec ce projet, Square et Sakaguchi, ils se sont mis en danger. Ils ont joué gros. Très gros, peut-être même trop gros. Final Fantasy les créatures de l'esprit débarque dans le monde en juillet 2001 et il va complètement se planter au box-office. Parce que le film avec ses 145 millions de budget va en rapporter au total seulement 85 millions dans le monde, ce qui va le placer à la très douloureuse 5e position dans la liste des plus gros échecs au box-office de l'histoire. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en vrai sur le papier, ce film il avait toutes les cartes en main pour devenir un des films les plus importants de ce début de millénaire, si ce n'est de l'histoire de la 3D. Alors en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà le film il débarque après plus d'une décennie d'adaptation misérable de jeux vidéo, qui avait naturellement poussé le public, particulièrement les fans, à être méfiants. Et en sortant de la salle, les fans de FF, ils ont juste pas compris. Je veux dire, mettez-vous à leur place. Ils sortaient de l'aventure FF7, qui était dense, importante, iconique, mémorable. Et le souci, c'est que dans le film, si on en reste à la surface, y a rien qui renvoie à la saga. Les fans, ils auraient aimé voir Cloud et Tifa et le monde qu'ils ont aimé dans le jeu, ou au moins quelque chose qui s'en rapproche. Et là, ils se sont juste retrouvés devant un film d'action science-fiction finalement assez lambda, et surtout avec des personnages très clichés typiques du blockbuster américain, très loin du soin et du développement de personnages qui avaient fait le succès des jeux. Et aussi, le dernier truc qui est pas passé
passé du tout, c'est que le compositeur historique de la saga et véritable Chad Nobuo Uematsu n'était pas sur le projet. Ce qui a privé les créatures de l'esprit de l'empreinte et des compositions si reconnaissables du monsieur qui venait unifier toute la saga. Donc ok, au niveau des fans, c'est mort. Et c'est déjà un gros problème quand tu rates une de tes cibles principales, on va pas se mentir. Mais le film, s'il a rien à voir avec les jeux, c'était aussi pour aller flirter avec le grand public, avec des personnes qui ne connaissent potentiellement pas la saga et qui pourraient apprécier le film pour ce qu'il est. Sauf que là, du coup, il y a un autre élément qui débarque dont il faut que je vous parle. Auriez-vous quelques secondes à m'accorder pour parler du marketing? Quand le projet a été annoncé, Hollywood est complètement parti en couille, en commençant à faire passer l'idée que le film allait être une révolution incroyable, une étape dans le cinéma jamais vue. Et le truc, c'est que le film, il était vraiment révolutionnaire, parce que quand il sort, il n'y a aucune production qui lui ressemble. Et en plus de ça, c'était aussi un film qui pouvait pas être marketé comme n'importe quel autre film d'animation 3D classique, parce qu'il était destiné à un public à minimum adolescent compte tenu de certaines séquences proches du film d'horreur. Et ça a mis en total PLS l'équipe de marketing chargée de la promotion du film, tout simplement parce qu'ils savaient pas comment le marketer, et donc ils ont joué à fond la carte de l'actrice numérique, allant jusqu'à des dingueries bien grasses comme faire apparaître Aki Ross à la 87e place dans le classement des filles les plus chaudes de 2001 du magazine Maxim. Et ce gros délire concernant l'idée d'actrice numérique, ça a complètement refroidi, voire même effrayé une bonne partie des gens, qui en plus de ça, quand ils l'ont vu, se sont retrouvés dans un film finalement pas si exceptionnel que ça, si on met de côté évidemment son gap technique. Bref, le film, c'est un ratage historique, et qui malheureusement a eu de très grosses conséquences pour Square. Je vous le disais tout à l'heure, mais la production du projet, ça a mis les finances de l'entreprise dans le rouge. Et malgré la fermeture de Square Pictures et les sorties entre-temps des épisodes principaux de la saga qui ont permis de renflouer un peu les caisses, Square va jamais vraiment réussir à se remettre de cet échec financier. Et ça va mener l'entreprise à accepter quelque chose qui aurait été inimaginable quelques années en arrière, se faire racheter par son rival de toujours, Enix. Pour aboutir en 2003 à la fusion des deux entreprises pour devenir l'actuelle Square Enix, mettant fin à une période incroyable pour le JRPG. Donc voilà, au final, le bilan, il est clairement pas ouf. Mais comme très souvent, tout n'est jamais tout noir, et on peut quand même y voir de bonnes choses. Déjà, le film, il a réellement marqué son époque. Et si ça n'a pas été le cas aux yeux du grand public, ça a vraiment mis une énorme claque à toute l'industrie, au point où des studios comme ALM ou Weta Workshop sont venus directement débaucher des gens de Square Pictures pour les faire travailler sur leurs projets. Et des réalisateurs comme James Cameron ont clairement appris du film et de ses exploits pour les pousser plus loin dans les leurs. La production du titre a permis de développer des outils révolutionnaires qui ont fait avancer l'industrie tout entière. Et si on a eu Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou encore le film Avatar, c'est parce que quelque part dans le processus, il y a eu le film de Sakaguchi qui est passé par là. Mais oui, d'ailleurs, on en a pas reparlé depuis un petit moment. Alors du coup, pour l'homme qui est à l'origine de tout ça, il s'est passé quoi? Sakaguchi, après la sortie du film, il s'est pris une sacrée claque. Et il a été tellement honteux qu'il a décidé presque immédiatement de quitter l'entreprise de lui-même. Et après quelques années de passage à vide, il va finalement revenir à ses premiers amours en créant son propre studio Mistwalker, qui est à l'origine de titres incroyables comme Blue Dragon, The Last Story et surtout Lost Odyssey, qui est selon moi un des meilleurs JRPG de l'époque 360. Et on en parlera peut-être un jour. Et puis le temps a passé, et aujourd'hui, Sakaguchi, il a plus de 60 ans. Et avec son dernier jeu Fantasian qui vient de débarquer sur console, le monsieur songe sérieusement à prendre sa retraite. Et franchement, ça fait un petit truc. Parce que Sakaguchi, c'est vraiment devenu une légende vivante, reconnu comme non seulement l'homme qui a créé une des licences et un des jeux les plus iconiques du médium, mais aussi comme une personne qui n'a jamais hésité à se mettre en danger pour sa vision et pour faire avancer le médium. Parce que c'est vraiment quelqu'un que je respecte profondément. Tout simplement parce qu'il m'a permis de vivre des moments de jeux vidéo uniques qui font très certainement que je me retrouve ici aujourd'hui pour vous en parler. Et au-delà de ça, franchement, je suis juste admiratif de ceux qui tentent et qui chutent. Parce que finalement, c'est un risque à prendre quand on veut marquer l'histoire et faire avancer les choses. Et dans une industrie de plus en plus uniformisée, où les jeux coûtent de plus en plus cher et la vision créative est de plus en plus réduite pour jouer la carte de la sécurité, j'ai personnellement un bien plus grand respect pour ceux qui tentent et qui osent, au risque de chuter. Parce que dans cette industrie qui peut parfois se montrer si triste et si froide, c'est bien des gens comme Sakaguchi qui nous amènent finalement un peu de fantaisie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère, comme toujours, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à me laisser le petit like et le commentaire. Vous, ça vous prend que quelques secondes, mais moi, ça me donne énormément de force. J'en profite aussi pour vous dire que si, comme Sakaguchi, vous avez l'ambition de révolutionner la 3D, vous trouverez dans la description un lien vers le cursus animation d'IA-dessus. Vous y trouverez un programme ultra complet qui propose des cours d'animation 2D, 3D et tout simplement des cours de dessin. Bref, c'est ultra stylé et je peux que vous encourager à aller y jeter un coup d'œil. Sur ce, moi j'en ai terminé, alors je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, soyez créatifs. Ciao!